Eh bien, rebonsoir, merci de nous rejoindre dans Question d'Actu. On retrouve notre deuxième invité, pour notre deuxième thème, vous êtes le troisième invité, Monsieur Akretch Djameldine. Vous êtes recteur de l'université de l'USTHB, des sciences et des technologies Ouali Boumediene. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors on le sait, la rentrée universitaire s'est faite samedi dernier, il y a quelques jours, le 17. Cela s'est passé comment d'abord ? Bon, effectivement, donc le 17 septembre, donc on a lancé, disons, l'année universitaire 2022-2023 officiellement à travers donc une cérémonie où il y a eu un cours inaugural qui a été présenté aux étudiants, aux enseignants et à tous les invités. Et bien sûr aussi, ça a été aussi le démarrage de certains cours concernant donc les étudiants de première année. Oui, et puis cela s'est fait surtout sans bavette. C'est un peu le retour à la normale dans nos universités. Oui, effectivement. Donc c'est la particularité de cette année, c'est-à-dire c'est le retour à la normale. Parce qu'effectivement, on a quand même passé 2 années de régime particulier, où donc il a fallu s'organiser, innover, même sur les méthodes d'enseignement. Donc et c'était un peu, disons, soudain. Donc il a fallu quand même, heureusement, d'ailleurs là je félicite, je remercie tous les enseignants, tous les étudiants, tous les travailleurs qui durant les 2 ans se sont quand même sacrifiés, ont fait l'effort pour que ces 2 années donc universitaires se passent vraiment d'une manière la plus calme possible. Alors aujourd'hui, c'est le retour progressif à la normale, le retour aux cours en présentiel. Et peut-être maintenir quelques cours en visioconférence. Est-ce qu'on va retenir une expérience de ce qu'on a vécu ? Comment cela s'est passé ? Est-ce que cela a pu aider l'université ou pas ? Oui. Cet enseignement à distance, peut-être qu'il fallait cette épidémie pour créer un déclic. Créer un déclic, parce qu'en fait, l'enseignement à distance, disons que ça fait quand même... Ça permet de numériser, de s'adapter un peu au numérique. Oui, ça permet de numériser, ça permet aussi d'aider à gérer, les flux et les grands nombres d'étudiants. Ça aide beaucoup. Et puis disons que, bien sûr, nous sommes à l'ère de la technologie. Il faut donc profiter de cette technologie et l'utiliser le cas échéant. Alors, bien sûr, les 2 ans nous ont permis d'acquérir une expérience concernant l'enseignement à distance. D'ailleurs, au niveau de l'USTHB, nous avons utilisé des plateformes internationales reconnues telles que Webex, ensuite Google Meet, où donc les cours ont été dispensés de manière interactive, ce qui est quand même un avantage par rapport au cours qui est déposé sur une plateforme qui ensuite... Alors, nos enseignants se sont formés, même les anciens, se sont quand même formés sur ces techniques. Les étudiants aussi ont appris à utiliser l'outil numérique. Pour eux, c'est même plus facile. Ils sont peut-être une nouvelle génération. Par rapport au numérique. Et donc, toute cette expérience, nous allons quand même l'utiliser. Il y a un certain nombre de cours. Il y a eu une évaluation qui a été faite, finalement. Est-ce que cet apprentissage a porté ses fruits ? Est-ce que, au niveau il n'y a pas eu de lacunes ? Il n'y a pas eu de... Les lacunes, vous savez, ça ne peut pas être ultra parfait. Sûr. Non, par rapport au cours en présentiel. Mais si, on ne peut pas comparer le présentiel avec le cours à distance, mais disons que l'expérience qu'on a eue au niveau enseignement à distance, il y a eu... on a démarré, disons, en 2020, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait le confinement total aussi, il ne faut pas oublier. Au démarrage, donc, l'utilisation d'une plateforme, disons qu'elle profitait à une catégorie d'étudiants. Il y avait surtout le problème social. De disponibilité, bien sûr. Voilà, il y a des étudiants qui n'ont pas de micro. Il y a peut-être aussi le réseau aussi, il y a parfois, le réseau. Dans certaines régions. Il y a aussi l'habitation. Enfin, il y a des étudiants qui n'ont pas de chambre. Voilà, il faut s'isoler. Et surtout quand il y avait un confinement assez strict durant les 6 premiers mois. Ensuite, ce qu'on a constaté, avec l'allègement du confinement, nous avons quand même vu qu'il y avait une solidarité entre étudiants. Donc il y avait des étudiants, surtout les délégués, donc, qui, disons, enregistraient les cours, les donnaient à leurs camarades. Et on commençait, disons, à s'habituer à ce type d'enseignement.
Mais ça reste quand même précaire comme situation. Effectivement. Et puis heureusement qu'on est passé quand même à un système de vague où il y avait quand même du présentiel. Oui. C'était une méthode hybride qui nous a permis quand même d'avoir une année universitaire, comme je le dis assez souvent, mieux que passable. Oui. Bon. Avec ce qui s'est passé, bien sûr. Alors, les défis dans lesquels s'inscrivent l'université algérienne, celui de la qualité et de l'employabilité. Aujourd'hui, nous devons former des étudiants capables d'entamer ou d'être tout de suite disponibles sur le terrain, d'être dans la pratique. On cherche à hisser l'université algérienne aux standards internationaux. On a commencé par les classements. L'université de l'USTHB a justement s'est distinguée en raflant la première place. C'est important aujourd'hui qu'il y ait cette évaluation constante, ces classements. Je pense que c'est quand même un stimulant pour d'abord tous les établissements universitaires parce que ce classement va permettre, disons, bon, c'est d'abord une évaluation globale, mais qui permet aussi, en fait, il y a à travers ça, il y a une auto-évaluation qui apparaît. Donc, quand on se dit, bon, si on est premier, d'accord. Moi, par exemple, bon, l'USTHB a été classé première, c'est vrai, mais quand même, j'étais pas très content par rapport au score. Et j'ai quand même exhorté tous mes collègues, le staff, etc., à corriger certaines lacunes. Bien sûr, faut toujours s'améliorer. Ça nous a permis de voir un peu ce qu'il faut améliorer, donc c'est quand même des challenges après à relever et aussi au niveau international, il faut avoir une visibilité également. Voilà, et puis aussi le niveau international, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Même si on est premier au niveau national, il faut essayer de trouver donc les mécanismes pour aller essayer plus loin. Alors on parle de créer une agence d'accréditation parmi les priorités du département qui devra, elle, assurer la qualité de la formation. On parle d'une agence indépendante. Comment cela va se passer ? Oui, en principe, donc il y a une agence qu'on appellera une agence de la qualité donc de la formation qui probablement donc va auditer certaines formations, peut-être pas, je ne dis pas auditer les établissements, mais probablement surtout au niveau des formations. C'est bien d'avoir une agence comme ça externe, qui a un œil externe, qui pourra, disons, auditer les performances et puis même pour apporter les changements nécessaires. Voilà, parce qu'en fait les formations, quand on n'a pas aussi un œil externe, on peut pas évoluer et voir un peu ce qu'on a comme lacune. Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement aller vers l'excellence. Il y a peut-être, quand l'agence peut auditer un certain nombre de formations, et peut-être parmi ces formations, elle peut détecter 2 ou 3 formations qui peuvent être vraiment émerger. D'autres inutiles. D'autres, peut-être qu'il faudra fermer. Il faudra fermer, absolument. Voilà. Alors, nous avons accueilli sur ce plateau M. Djibrani Abdelhakim. Bonsoir, vous venez de nous rejoindre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des infrastructures au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez, merci. Alors, vous allez intervenir un peu au niveau global, mais au niveau également des équipements et des infrastructures. Il y a eu cette rentrée universitaire, la réception de 45 000 nouvelles places pédagogiques à travers le pays, en plus de 20 000 lits, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, vous le savez, comme chaque année, la préparation de la rentrée universitaire est un processus, je dirais, continu. Dès lors qu'on termine avec une rentrée universitaire, on lance le processus lié à la préparation de la rentrée qui suit. Alors, depuis le mois de novembre passé, nous avions conjugué nos efforts avec ceux de nos collègues du ministère chargé de l'Habitat. Vous savez que ce sont les services déconcentrés du ministère de l'Habitat qui réalisent pour nous les infrastructures pédagogiques et d'œuvres universitaires. Nous avions ciblé déjà au mois de novembre passé les infrastructures susceptibles d'être livrées, alors sur lesquelles nous avions mis l'accent, que ce soit en termes de moyens financiers, en termes de crédits de paiement nécessaires pour dynamiser les chantiers et pour maintenir un rythme ou une cadence de travaux qui permet de les réceptionner, mais aussi
en termes de mise en place des dispositifs liés à leur équipement et à leur préparation pour être fonctionnels à la veille de la rentrée. C'est à ce titre que nous avions ciblé alors ces capacités que vous venez de citer, 45 000 places pédagogiques au niveau de quelques wilayas, mais aussi un peu plus de 20 000 lits d'hébergement. Il y a même des résidences universitaires, je pense, qui sont concernées également par une réhabilitation. Ça, c'est un autre volet. Oui. D'abord, j'ai parlé des nouvelles infrastructures. Ceci nous permet donc d'étendre un petit peu les capacités d'accueil du réseau universitaire qui s'étend actuellement sur 48 villes universitaires à un peu plus de 1,4 million de places pédagogiques, et en utilisant un petit peu le taux d'occupation, enfin minimum de 1,2 ou presque même 1,5 pour la famille des sciences sociales, des sciences économiques et des lettres. Ces capacités permettent d'accueillir avec une grande aisance plus d'1,7 million étudiants. C'est normal, ces capacités ne sont pas, je vais dire, réparties équitablement sur les villes universitaires. Ceci explique les quelques tensions qui restent enregistrées, notamment à Alger, vous comprenez. Presque 14% de la population estudiantine est inscrite à Alger, un grand nombre d'établissements universitaires. À Alger, 4 universités, une vingtaine d'écoles, et j'en passe. Mais globalement, et grâce à une circulaire d'orientation des étudiants maniable qui permet une mobilité en termes d'orientation, je dirais que l'opération d'orientation de cette année s'est déroulée dans de bonnes conditions. Alors, vous parliez des résidences à réhabiliter, tout à fait. C'est-à-dire qu'en parallèle avec la réalisation de nouvelles infrastructures, un programme de mise à niveau, de réfection, de réhabilitation des anciennes infrastructures, que ce soit pédagogique ou d'œuvre universitaire. Nous mettons l'accent, vous comprenez, sur les conditions de vie des étudiants. L'étudiant a besoin d'évoluer dans un environnement propice pour pouvoir s'adonner entièrement à la recherche, aux études. Tout à fait. On sait dans quel état sont certaines de nos résidences. Exact. Le problème, c'est que cela dure dans le temps. Est-ce que ce n'est pas un problème de gestion? Comment réagir quand on réhabilite? Il faudrait que cela puisse durer aussi, que cela puisse rester dans des normes standards. Comment justement arriver à cela? Alors, il y a d'abord, je vais dire, la promotion de la culture de l'entretien, de la préservation et de l'entretien. C'est une culture que M. Akaretchi est là, il peut en témoigner, qui a du chemin à faire. C'est-à-dire que, d'abord, on ne préserve pas peut-être convenablement nos infrastructures. On entretient peut-être mal. Vous savez qu'un geste d'entretien qui peut être gratuit aujourd'hui, si on ne le fait pas, il peut engendrer des désordres, des dégâts qui coûteront 10 fois plus l'année prochaine. On revient toujours à ce problème de gratuité financière finalement et de prise en charge. L'étudiant doit jouer un rôle, mais il faudrait aussi une gestion plus ciblée pour ces résidences pour créer justement cet environnement propice aux études. Alors on parlait de qualité aujourd'hui, on vise ça aujourd'hui, le défi de l'université, c'est vraiment de se positionner au niveau national et international et puis de s'ouvrir au secteur économique. Je parlais d'employabilité, nous devons aussi faire en sorte que nos formations, que nos programmes, que nos diplômes universitaires puissent intéresser nos entreprises. Comment réagir là-dessus? Comment améliorer la qualité de nos diplômes? Oui, enfin, d'ailleurs, comme l'a dit dernièrement Monsieur le ministre, l'université doit être la locomotive du développement national. Et puis il a parlé aussi de revoir la carte de formation. Absolument. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on a parlé de l'agence de qualité, donc on a dit que ça permettra d'auditer toutes les formations. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde toutes nos formations, il y a des formations, je dirais, qui sont obsolètes. Absolument. Obsolètes par rapport à... Donc, bon, c'est déjà un premier handicap pour l'employabilité quand on parle d'employabilité. Maintenant, pour l'employabilité, bien sûr, ce qui est important, c'est cette relation entre l'université et le secteur socio-économique qui l'entoure. Alors là, bon,
c'est quand même une équation très complexe. Qui peut fonctionner des fois sur certains points, parce que nous, à l'USTHB, on a quelques bonnes expériences avec certains partenaires, où nous allons donc, parce que assez souvent, on entend, on a signé une convention avec une entreprise. Bon, la signature de convention, d'accord, c'est bien, mais voilà. il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait des livrables. Oui. Voilà, le problème, c'est ces livrables-là. On peut signer 200 conventions, 300 conventions, mais il n'y en a que 10 qui seront vraiment fructueuses. Alors, la signature d'une convention, si on la suit bien, et s'il y a vraiment des vis-à-vis de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on a un groupe d'enseignants qui donc, est en interface avec un groupe de responsables de l'entreprise, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut, dès le début, fixer les objectifs. Alors, parmi les objectifs, il peut y avoir donc une nouvelle formation. Ça, on l'a déjà fait au niveau de l'USTHB. Pour répondre aux besoins du marché économique par rapport également, aux besoins. bien sûr. Parce que le besoin, à ce moment-là, quand on crée... Par exemple, ce qu'on a fait, avec une entreprise, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les programmes, on les a élaborés ensemble. C'est ça. Donc, on a créé un master. Voilà. On a créé un master qui professionnalisant, donc avec les besoins de l'entreprise. Donc déjà, quand on fait les programmes ensemble, ça veut dire qu'on connaît les besoins de l'entreprise et l'entreprise sait ce qu'on peut lui donner. Voilà. C'est déjà un premier point. Il y a aussi l'aspect recherche qu'il faut développer. Parce que là, on peut créer des équipes mixtes, on peut cibler des problèmes de l'entreprise, parce qu'il y a certains problèmes que l'entreprise peut traiter à long terme, donc c'est des sujets de recherche. Et là, on va. Déjà, il faudrait que nos entreprises aussi créent des départements de recherche. D'ailleurs, c'est vrai que. Voilà. Les failles sont un peu des deux côtés. Les deux ne jouent pas le jeu complètement. Qu'il y ait un peu le même niveau de part et d'autre. C'est ça, voilà. Vous voulez intervenir sur la question, non, M. Djoubani? Je sais que vous pouvez. Je voulais juste ajouter un mot-clé, maintenant l'ouverture. D'ailleurs, M. le ministre ne parle plus d'ouverture de l'université vers son environnement, mais plutôt de rapprochement. Il ne suffit plus, je dirais, de s'ouvrir et d'attendre l'autre venir. Maintenant, on doit y aller. Et vous avez bien dit, vous avez bien fait de parler du doctorat en entreprise. C'est un dispositif que le secteur compte mettre en place. L'arsenal, enfin, le texte juridique adéquat ou nécessaire est en cours de prise. Cela permettrait donc cela permettrait à l'université d'aller ou d'accompagner l'entreprise à créer son propre département de recherche-développement. Alors, il nous reste très peu de temps pour essayer d'arriver à débattre des autres thèmes. Aujourd'hui, on parle d'améliorer la qualité de la recherche scientifique. Il y a 42 incubateurs qui sont installés au niveau des universités. On cherche à encourager l'étudiant à créer de la recherche. C'est là que les incubateurs entrent en jeu. Ça a aidé à améliorer la situation, à créer cette interface entre le secteur économique et l'université. Bon, je sais que vous êtes... Tout à fait. Non, c'est-à-dire que là c'est vrai que le lancement des incubateurs, c'est une autre vision de développement et d'employabilité. Quand on parle d'employabilité, parce que l'employabilité, d'abord, il y a un état d'esprit de l'étudiant qu'il faut changer. Parce que c'est vrai que dans les années 70-80, on rentrait à l'université, on choisissait une spécialité, c'était pour dire, voilà, donc je vais être employé par telle entreprise. Mais là, il faut que l'étudiant pense aussi à créer sa propre entreprise. Et c'est à travers ça que donc, on a mis en place des incubateurs. Il y a donc des idées de projets qu'il faut donc supporter et donc incuber. Et à la fin, donc, il faut qu'il y ait des intéressés aussi derrière. Et puis, il faut qu'il y ait aussi des banques ou des entreprises qui financent. Mais bien sûr. Parce que tout le problème est là. Oui. Bien sûr. Alors, on l'a compris. Aujourd'hui, on le sait aussi, les demandes des bacheliers s'orientent plus vers les spécialités technologiques. Vous parliez de déterminer certaines formations, d'en résilier d'autres qui ne sont plus d'actualité. On a été vers l'ouverture de 2 écoles l'an dernier. On pense à celle de l'agriculture maintenant. Il faut réellement penser maintenant à ce que nous avons besoin, à notre futur, et ça se passe dès maintenant. Exact.
Donc il y a l'école sur l'agriculture. Oui. L'agriculture saharienne. Oui. Il y a 2 écoles sur l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux métiers. Voilà. Tout à fait. Il y a de nouveaux métiers qui se créent maintenant, donc il faut orienter les formations vers ces nouveaux métiers et vers ces besoins. Donc quand on parle sciences-technologies, d'ailleurs au niveau de l'USTHP, la plus grosse demande c'est vers l'informatique. C'est les métiers d'avenir. Parce que la numérisation, c'est disons l'actualité. Et d'ailleurs nous avons, alors il y a eu aussi, on a réintroduit, ça aussi c'est important pour cette année, les formations d'ingénieurs. Oui, j'allais en dire. Voilà. Il y a eu une réforme de la formation, donc le système LMD a été touché, je pense, et la formation d'ingénieurs a été... Non, le système LMD, parce que le décret qui régit la formation supérieure est paru au mois de juin. En juin. Dans ce décret, autorise, permet aux universités cette fois de proposer des formations d'ingénieurs, tout en conservant la structure LMD. Il y a aussi une nouveauté pour le doctorat, pour le concours, les ingénieurs maintenant peuvent passer le concours sans avoir recours au master. Donc ça c'est aussi. Ça répondait à une demande, ça répondait à un besoin. Pour la réhabilitation du diplôme d'ingénieur. Oui, en fait, c'était une demande d'avoir d'abord un diplôme qui se fait directement sur 5 ans, et puis pour avoir un diplôme qui a, disons, un caractère technologique plus prononcé. Professionnalisant. Et professionnalisant, et puis même au point de vue volume horaire, c'est quand même plus consistant. Voilà. L'université va aussi vers la numérisation, c'est important. Très important même. Bien sûr. C'est très important même. Il y a des efforts qui ont été consentis par le ministère de l'Enseignement supérieur et puis à travers ces 2 dernières années qu'on a vécues, on sent qu'il y a quand même cette approche d'aller vers le numérique. Tout à fait. Le numérique d'abord dans les enseignements. L'expérience du Covid a fait que l'enseignement à distance, qui était un projet embryonnaire, a vu le jour, a connu quand même un essor formidable qui a permis donc de le consacrer par texte réglementaire. Donc c'est vrai qu'il y a encore des insuffisances, que ce soit sur le plan, je dirais, hard, en termes de moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Nous travaillons d'abord sur le dossier lié à la multiplication du débit au niveau des établissements universitaires par 10. Ceci faciliterait certainement le recours à ce mode de fonctionnement, mais nous travaillons aussi sur le plan pédagogique pour, dans le sens d'améliorer l'interactivité des cours dispensés sur les plateformes jusque-là existantes. La numérisation intervient aussi dans un domaine intéressant qui est la gouvernance dans toutes ses dimensions en termes de gestion, que ce soit des finances, des ressources humaines et j'en passe. Vous faites bien, vous me tendez la perche, mais on va conclure sur ça, nous n'avons malheureusement plus de temps. C'est une des priorités aujourd'hui du secteur, la qualité de la gouvernance des universités. Oui, effectivement. Donc M. Djibrani a bien conclu, a bien introduit le concept, disons, par rapport déjà à la numérisation, puisque maintenant, nous sommes en train d'améliorer déjà l'utilisation de la plateforme Progress. Tout à fait. La plateforme Progress, ce n'est plus une plateforme uniquement pour les inscriptions et autre chose. Elle gère, puisque nous avons des briques qui gèrent le patrimoine, qui gèrent le personnel, qui gèrent... Et donc, on est en train quand même d'avancer pour que le chef d'établissement, après, il a toutes les informations sur cette plateforme, donc il peut à ce moment-là interagir directement. Ouais. Il faudrait qu'il ait aussi le pouvoir décisionnel le pouvoir décisionnel et puis même l'autonomie financière. L'autonomie financière et pour pouvoir gérer un peu son université. Merci messieurs, merci. Le temps nous est limité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous souhaite une bonne année universitaire à vous ainsi qu'à tous nos étudiants.